Eh ben, salut Fred. Salut Pascaline. Merci beaucoup, beaucoup de ton temps, parce que je sais que tu es quand même très chargé, donc c'est vraiment super sympa d'avoir accepté de donner du temps à nous qui allons t'écouter. Alors, je pense que peut-être il y en a qui te connaissent pas encore, peut-être des jeunes. Enfin, moi, ça me surprend toujours, mais bon, je me rappelle aussi la première fois que je t'ai connue, donc ça faut bien une première fois. Donc voilà, on connaît bien, très bien tes titres, médaillé olympique à Sydney, champion du monde, enfin plusieurs fois champion de France, 4 fois, je crois. 6 fois. 6 fois. 6 fois, parce que j'ai entendu qu'en fait, à part Teddy Riner, t'as le record, c'est ça? Ah, je sais pas, non, je pense qu'il y a des encore ouais. avant, ouais, je pense qu'il y en a qui ont pas mal. Donc, Ok. ouais, faut regarder dans les archives, mais je suis pas sûr que Teddy Riner ait tant de titres Bah, de c'est ce que je champion me de dis. En fait, France. c'est dans l'esprit du judo que j'ai entendu ça, mais c'est possible que j'ai. Après, voilà, souvent, aujourd'hui, les champions font moins en moins les championnats de Exactement. France, donc je suis pas sûr que ce titre de champion de France, il en ait tant que ça. Ouais. Maintenant, voilà, mais je pense que des Thierry Ray, Ah oui. des gens comme ça, pas mal de, Bon, enfin, en tout cas, à regarder, à vérifier. très très belle carrière. Et moi, ma toute première question, c'est juste, bah ça, c'est ce qu'on connaît quand on met le nom, puis souvent on met les titres à côté. Toi, si tu avais envie de te présenter en tant que judoka, du coup, tu dirais quoi? Est-ce que ça correspond effectivement à tes meilleurs moments et à ce dont tu es le plus fier, ou il y a d'autres choses? Alors souvent, les titres, c'est quelque chose qui reste, mais qui reste avec le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ça fait quand même 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand je suis sur le tapis, les plus jeunes ont rarement entendu parler de moi. Non, je crois que la vraie fierté finalement du judoka, et c'est ce que j'ai redit à Axel Clerget là, puisque malheureusement il n'est pas sélectionné pour les Jeux. Et ce qui est important finalement, c'est de rester aussi dans les mémoires, c'est la valeur technique. Je crois c'est toujours ce que j'ai voulu transmettre aussi sur le tapis. J'avais envie de faire du beau judo pour faire plaisir aux gens, alors me faire plaisir bien sûr à moi, mais faire plaisir aux gens. Et finalement, c'est aussi la reconnaissance qu'on a, d'un beau technicien. Donc, je crois que c'est important, en tout cas, de faire du beau judo. Pour moi, ça a toujours été un fil rouge, marqué Ippon, bien sûr, mais surtout avec la manière, ça a été toujours quelque chose qui était un moteur. Ok, super. Alors du coup, si tu veux bien, je vais reprendre dans la chronologie. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer et se nourrir de ton expérience pour nous, peut-être sur le tatami, bien ou mieux travailler. Alors déjà, ma toute première question, tu l'as dit dans le podcast, dont je mettrai d'ailleurs le lien parce qu'il est super, que tu as donné à l'esprit du judo. Tu l'as dit que ce qui t'avait permis d'arriver à ce niveau-là, si j'ai bien compris, en tout cas, il y avait un bon enseignant, beaucoup de randori, ouvert, tu pourras peut-être nous en reparler, et un groupe aussi, des gens. Moi, je me demandais, aujourd'hui, on voit beaucoup que les athlètes se mettent des thèmes précis sur leur randori. Toi, en même temps, tu parles beaucoup d'ouvrir et de tester et d'essayer des choses. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que quand tu préparais ta carrière, est-ce que tu étais complètement ouvert et tout était possible? Est-ce que tu mettais quand même une ligne de conduite sur une seule technique, par exemple ton Tomo Inage, et tu t'obligeais à faire que ça? Est-ce que c'était les deux? Est-ce qu'il y a une règle ou pas? Non, il y a pas une règle parce que on est sur du temps long, et forcément on construit les choses. Après, oui, j'ai appris dans le club à faire randori. Je pense que j'avais la chance d'avoir des adultes qui étaient là pour nous montrer. Ouais. Je pense que ça, l'intergénérationnel est extrêmement important dans les clubs, que les plus grands montrent finalement aux plus petits comment on pratique le mieux. Et puis, alors après, oui, avec le haut niveau, comme on s'entraîne quand même, enfin parfois plusieurs fois par jour, c'est vrai qu'il y a aussi une certaine lassitude, et je pense que c'est important, et notamment Jean-Pierre Gibert me rappelait, ou en tout cas m'imposait à ce que j'ai toujours une thématique sur mes entraînements, pas forcément sur les randoris, mais sur mes entraînements. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de l'entraînement, c'est le randori, et venir toujours avec quelque chose en tête pour ne pas finalement divaguer, et vraiment savoir ce que je venais faire. Et puis bien sûr, ça marche pas toujours, même si on s'est fixé quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui arrive autour, qui gravite autour, et puis on arrive toujours à sortir quelque chose finalement de cette séance, et puis on peut le répéter si ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'on trouve finalement le bon dosage des choses. Et puis ça prend forcément du temps, les choses. Moi, quand j'ai commencé à apprendre une technique, j'ai toujours essayé
de faire évoluer mon judo, de continuer à apprendre. Je pense aussi le moteur, finalement, pour moi, ça a été de continuer d'apprendre. OK. Si je m'étais arrêté d'apprendre, bah, peut-être que je me serais lassé des choses. Alors que là, j'avais toujours quelque chose de nouveau à remettre un petit peu en course. Et puis, bah, par exemple, quand j'ai commencé à travailler à gauche, un sodé à gauche, ben, il a fallu souvent 2-3 ans avant que en compétition, même parfois en randonnée, ça soit efficace. Donc voilà, avoir des fils un petit peu de travail, mais comme finalement le font les enseignants, c'est que il y a des séquences et on sait aujourd'hui que pour que les choses elles s'imprègnent, il faut entre 6 et 8 semaines. Donc il D'accord. faut que sur ce temps-là, on ait répété avec bah, de l'évolution. On part d'une technique et finalement on fait évoluer la technique pour que les choses elles commencent un petit peu à rentrer. Et puis l'enseignant avec le temps il va le reproduire sur les différentes années pour que ça se réalise correctement. OK. Et du coup, quand tu travaillais ça, c'était vraiment essentiellement Uchikomi, Nagekomi et Randori ou des fois il y avait d'autres types d'exercices? Est-ce que vous faisiez beaucoup d'Yasukugiko ou pas forcément? Alors après, il y a toute la partie échauffement et pour moi, ce qui est important et ce que j'observe en tout cas quand je vais voir à l'INSEP ou sur les entraînements d'un peu plus haut niveau entre guillemets, c'est que les gens font l'Uchikomi finalement dans la partie échauffement, mais on sent pas qu'ils sont vraiment Ah oui, concentré. imprégnés, concentrés à 100% pour réaliser l'exercice. On sent que c'est voilà quelque chose C'est une qui mise vient en route, qui devient une routine et on fait ça pour. Mais non, c'est un vrai travail, c'est-à-dire que bah voilà, dès le salut finalement, quand on salue, on se concentre et puis quand on rentre dans la séance elle commence et elle dure du début jusqu'à la fin. Et on n'a pas même l'échauffement finalement, il fait partie de l'entraînement. Et si ouais. on fait les choses correctement avec le mental qu'il faut pour être dedans, bah on progresse puisqu'on fait les éléments de travail qui sont importants. Et pas prendre finalement ça juste à la légère, faire Uchikomi, faire Nagekomi, mais parce qu'il faut le faire et parce qu'on nous demande de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse surtout au randori, mais on s'intéresse plus à ce qui est autour. Mais l'ensemble est important, Ouais, finalement. Tout c'est le vrai. travail qu'on va faire dans l'Uchikomi, de tout le placement, et je pense qu'on déconnecte souvent un petit peu le mental, alors que le mental, il est extrêmement important. La concentration, l'envie, tout ça, c'est extrêmement lié au reste. Ouais. Et si on le met de côté et qu'on le travaille pas, ben finalement, après, on n'est pas à 100%, on fait pas ce qu'il faut pour la suite. Donc tout ça doit être connecté, tout ça doit être bien intégré. Et puis quand on fait l'entraînement, on doit le faire avec toute la concentration et l'énergie qu'on doit avoir. C'est pas toujours facile avec la fatigue, hein. Mais Mais c'est un bon exercice aussi et c'est un d'exigence de exercice, bien soi. sûr. Et puis on donne les 100% qu'on a à ce moment-là. Ouais. Alors même si on est fatigué, ben on essaye d'être au maximum de ce qu'on a à ce moment-là et d'être toujours concentré. Ah, c'est pas mal ça, parce que du coup, au lieu de... Moi, ça m'est arrivé souvent d'être insatisfaite parce que je sens que je suis pas au top. Et c'est vrai que c'est pas mal de renverser dans l'autre sens en disant, bah, même sans être au top, je suis à 100% de ce que je suis aujourd'hui. Voilà, je donne C'est tout. une bonne... ouais. Je donne tout de ce que j'ai. J'essaye à chaque fois de me concentrer, de mettre, bien sûr. Et on le sait, on sait qu'il y a des périodes de grosse intensité où forcément, il y a des fois tout va très bien, des fois tout va très mal. Mais à partir du moment où on a justement, on sait pourquoi on vient et on a un thème, on est rarement déçu. Oui. Alors bien sûr, il y a un peu de frustration parfois parce qu'il n'y a pas la réussite, mais ça c'est dépendant aussi du caractère de chacun. Mais finalement, à la fin de la séance, on sait qu'on a travaillé, on sait qu'on a transpiré, qu'on a donné ce qu'on avait du mieux, et puis forcément, on est satisfait parce qu'on a tout donné finalement. Mm. La frustration, elle vient quand on a ce sentiment d'avoir perdu un peu son temps, d'être Ouais. passé un peu à côté, d'être là, mais finalement, et, euh, et parfois, je trouve que on voit des athlètes qui en fait, ça fait des années qu'ils sont là, mais qui ont perdu un petit peu le sens finalement de leur De ce de, pourquoi de, de ce pourquoi ils sont là. Donc en fait, ils vivotent, ils sont presque contents d'être là parce que voilà, mais en même temps, on est dans des structures de haut niveau, donc on est là pour faire des champions. Donc il faut que les gens ils aillent au bout d'eux-mêmes. Et faut voilà une partie aussi d'autonomisation. C'est vrai qu'on les souvent les cocoons un petit peu trop Ah oui. trop tôt. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qu'on nous donnait, enfin on le faisait à notre place, mais finalement c'est pas toujours nous aider. Alors c'est vrai que c'est bien de se concentrer sur la performance, de tout donner sur la performance, mais en même temps c'est bien aussi de nous faire grandir parce que quand ça s'arrête, Oui. derrière ça devient compliqué parce qu'on n'a jamais appris à se débrouiller tout seul. Et ça c'est quelque chose qui pour moi le judo il doit et n'importe quel niveau il doit nous faire grandir.
Alors, j'ai plein de questions dans tout ce que tu as dit. Je vais les reprendre dans l'ordre. Bon, du coup, je prends par la fin, mais parce que c'est dans l'ordre chronologique. Du coup, c'était l'une de mes grandes questions. C'est que tu fais partie de ces judokas qui ont fait du haut niveau et qui a su, en tout cas apparemment, faire une très belle transition et rester dans le judo avec beaucoup de plaisir apparemment et à beaucoup donner. Ce qui n'est pas le cas, on le voit. Il y a beaucoup de champions, en tout cas de personnes qui ont été dans le haut niveau, qui finalement arrêtent un peu tout pour X raisons. Est-ce que tu aurais des raisons pour ça? Est-ce que tu l'as préparé en amont? Est-ce que c'est lié justement à cette formation où tu as vraiment travaillé dans la beauté du hippon et du coup finalement, j'ai presque envie de dire un hippon qu'on le mette à l'entraînement ou en compète, c'est une belle sensation de toute façon. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y aurait des choses sur lesquelles on devrait être vigilant quand on est jeune ou... Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense que j'étais passionné. Ouais. Voilà, j'étais un vrai amoureux du judo. Donc dès tout petit, ça? Ouais, dès tout petit, je pense que j'ai aimé très tôt le judo, mais assez rapidement, je suis venu aider mon professeur. En fait, je pense vers 10-12 ans déjà, je l'accompagnais sur les séances. Et je faisais toutes les séances mercredi. Moi, je voyais pas les dessins animés. J'étais du début jusqu'à la fin. Et je pense que j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à apprendre. Alors il y a la partie de compétition, mais c'est vrai qu'aujourd'hui enseigner c'est un vrai plaisir. Ouais. J'adore. Et puis que tu avais déjà goûté adolescent alors en fait en aidant ton professeur. Oui, enfin et je pense souvent quand je regarde un petit peu le profil des gens qui rentrent en formation, j'ai envie de dire, on peut voir déjà ceux qui vont durer dans le temps et puis ceux qui vont être limités et qui vont lâcher. Ouais, pour moi, je pense très tôt. Très tôt, il y a une fibre, en tout cas, d'accompagnement, d'enseignement. Mais je pense que ça se fait assez tôt dans le parcours. Okay. C'est pas juste à la fin de la compétition, on dit tiens, j'ai envie d'être enseignant. Alors, puis parfois on se trompe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent surtout être entraîneurs, mais qui veulent pas être enseignants. Et pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Après, je pense aussi que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui, en fait, moi, ça m'a toujours marqué. Il m'a dit, tu seras à ton meilleur, tu seras performant entre 26 et 28 ans. Ah ouais. Voilà, et c'est les années où j'étais champion du monde et médaille olympique. Et vraiment pas trompé, alors. Mais c'était moi c'est vrai que sur le temps parce qu'il a pas donné un temps très espacé, il a vraiment donné la bonne période. Et en fait, il m'a toujours dit, de toute manière, voilà, je te prépare pour le long terme. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a de plus en plus d'enseignants, encore une fois, parfois plutôt des entraîneurs, parce que pour moi, c'est pas les enseignants qui veulent que les enfants soient performants très tôt. Et je pense que c'est pas une bonne chose. On a besoin. Pour moi, les briques, elles doivent être mises dans un certain ordre. On a des périodes où on doit développer certaines capacités. Si on le fait trop tôt, c'est pas bon. Si on le fait trop tard, on peut rattraper, mais on n'est jamais encore une fois au meilleur de ce qu'on pourrait avoir. Donc ça, on sait aujourd'hui, on a quand même des études et des scientifiques qui ont fait des recherches. On sait que dans certaines périodes, on peut travailler plus spécifiquement dans certains domaines. Et moi, de mémoire, je faisais maxi 8 compétitions par an, tournois et championnats compris. Aujourd'hui, quand t'étais ado, ça? Quand j'étais genre minime, cadet, junior, même senior, quand je étais en équipe de France, j'étais à 8 compétitions par an quasiment. Donc aujourd'hui, je vois des enfants qui font 25 compétitions dans l'année et je trouve ça énorme. En plus avec aujourd'hui en plus des critères où on fait peser la veille, donc avec des enfants qui perdent de plus en plus de poids. Donc moi je trouve ça que c'est assez catastrophique. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à une époque, enfin à notre époque justement, on se moquait un petit peu de la lutte parce que nous on se pesait le matin et eux se pesaient la veille et puis ils avaient des pertes de poids. Moi, Gany Yalouz, il perdait, je crois qu'il a perdu, il m'avait dit 19 kilos pour des championnats du monde. Donc on montrait la lutte du doigt. Je sais que il y a eu des livres par rapport à ça. On a eu quelques médecins, Jean-Claude Brodani notamment, qui dénonçait ça. Et finalement, à un moment donné, on a une bascule et eux ils sont passés la pesée au matin et nous la pesée la veille. Donc aujourd'hui, on a des dérives, on a des gens qui font 10-15 kilos de plus que leur catégorie. Alors quand on est senior, c'est déjà compliqué, mais quand on est cadet, même parfois minime,
quand les cadets commencent à perdre 5-6 kilos, je trouve ça assez catastrophique dans la période de croissance. Donc j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, on se pose la question et qu'il y ait un changement en tout cas par rapport à ça. Moi, faire du judo, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est faire en sorte que de faire des enfants, c'était le vœu de Jigoro, hein, c'est de faire des gens, des hommes forts et utiles à la société. Donc finalement, c'est de les emmener vers quelque chose de vertueux et pas de les détruire. Et aujourd'hui, les on voit certaines dérives où finalement on prend pas soin de. Pour moi, c'est une violence aussi. Hein, on prend pas soin de l'éducation de nos enfants et puis du développement de nos enfants. Et pour moi, cette pesée la veille est quelque chose, en tout cas, qui en fait partie. Ouais. Et alors du coup, est-ce que parce que moi c'est ce que je me disais, mais je sais pas si voilà, j'aimerais bien que tu me dises bien ton point de vue. Le fait d'avoir beaucoup de compétitions, moi j'ai l'impression que si on veut être performant en compétition, il y a quand même un travail un peu spécifique à faire. Tu vas me dire si c'est le cas ou pas, parce que en tout cas, j'aime pas du tout l'idée de dire qu'il y a plusieurs judos. Pour moi, il y en a qu'un seul, mais après, je me dis, on peut pas tout faire. Donc, c'est vrai que si on veut être un moment performant en compétition, il y a un travail spécifique. Et du coup, je me dis, en tout cas, je vois en tant qu'adulte qui fait de la compétition loisir chez les vétérans, je me dis, si je fais une compétition tous les 3 semaines, en fait, ça veut dire que toute l'année, je travaille que ça. Et du coup, je perds complètement le travail qui est plus dans le temps long, comme tu dis, où il faut bien prendre le temps de progresser. Est-ce que c'est pareil chez les enfants? Est-ce que, par exemple, toi, quand tu étais athlète, est-ce que tu travaillais dans le temps long et puis juste à certains moments, tu te préparais à la compète? Est-ce que tu es d'accord que c'est 2 travails différents? Comment on équilibre ça? Alors après, quand on est déjà un peu plus grand, on peut avoir des cycles de préparation. Et bon, nous, le système est un petit peu différent. On avait en gros 2 pics de forme à avoir dans la saison. Ouais. Donc ça, c'était relativement simple entre guillemets. On avait nos entraîneurs et nos préparateurs qui nous préparaient sur ces cycles. Quand on est plus jeune, c'est un peu différent. On n'est pas justement dans cette programmation de cycle. Euh, et pour moi, justement, on est encore dans l'apprentissage judo et on doit avoir des temps plutôt d'entraînement, de préparation, de réflexion, de développement, et puis avoir quelques tournois pour voir un petit peu ajuster ce qu'on doit faire, et puis après, bon, il y avait le championnat. C'est vrai que alors ça fait toujours un peu vieux con, mais la période, en tout cas que j'ai vécue, pour moi était plutôt bien faite, avec un championnat sur chaque niveau, département, région, interrégion, nationale, avec des paliers qui étaient quand même abordables. Ouais. Et c'est vrai que au début, j'ai pas gagné. Après, j'ai gagné un championnat départemental, donc j'ai commencé à espérer aller au-dessus. Au début, j'ai pas gagné, puis après j'ai gagné de région, donc après j'ai commencé à espérer aller au-dessus, puis ainsi de suite, jusque finalement au championnat du monde. C'est pour ça que le championnat du monde, là, quand j'étais champion du monde, ça m'a pas fait grand-chose en soi, parce que pour moi c'était des étapes, et puis en fait j'ai juste validé l'étape supérieure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un championnat régional, derrière on passe au national. Finalement, pour moi, le cap est énorme, surtout dans certaines petites régions. Donc, quand on a l'Île-de-France, qui a quand même une densité, une concentration de gros clubs. Moi, je me rappelle de ma fille qui fait championne de région, donc en senior, qui est qualifiée aux premières divisions. Après, elle prend Margot Pinot au premier tour. Donc, alors c'était très bien pour elle, mais bon, on a vu tout de suite la différence de niveau qui était monstrueuse. Alors, très bien pour l'expérience, mais en même temps, je suis pas sûr que ça ça l'ait vraiment motivé. Alors, elle a participé aux premières divisions, très bien. Mais après, finalement, elle s'est rendu compte de la distance qu'il y avait encore à réaliser. Et finalement, ça a eu l'effet inverse de motivation. Ouais. Donc, je pense que c'est pas accessible et. Non, je veux dire, si on grimpe à l'échelle, s'il manque des barreaux, on se rend compte que c'est pas facile d'y arriver. Par contre, si on a chaque barreau, on peut grimper progressivement et puis se donner le temps, en tout cas, d'y arriver. Donc, pour moi, alors, le procédé a un petit peu changé aujourd'hui avec les ranking list. C'est vrai qu'il y a une course à la ranking list, il y a beaucoup de compétitions. Les gens finalement s'entraînent à la compétition. Ils s'entraînent plus au judo, mais ils s'entraînent à la compétition. Donc on a des gens qui tactiquement, stratégiquement sont très forts. Mais après, en judo, c'est un petit peu pauvre, quoi. Moi, enfin, personnellement, je trouve que quand je vois même sur les championnats de France minimes,
Quand je vois les championnats de France spinning, j'ai l'impression de voir des championnats de France junior où les enfants ils sont déjà sur des stratégies de kumikata, de stratégies de sortie de tapis, et en fait on laisse pas exprimer les judo. Donc là, il y a vraiment une déperdition de la qualité du judo qui est importante. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as pas mal expliqué dans le podcast de l'esprit du judo. C'est-à-dire que du coup, comme on s'entraîne à la compétition, si je comprends bien, tout le temps qu'on passe à faire des lâchers de kumikata, enfin sur ce type de travail-là, c'est du temps de perdu sur le travail de technique. Et tu disais, voilà, au lieu de passer 10 fois une technique dans un randori, du coup, on la passe que 2 fois. Mais alors ça, comment? Parce que tu as cité un exemple qui m'a bien marqué. Tu as eu un jeune entre les mains qui était très fermé. Au bout de 2 minutes, tu l'as expliqué, il s'est ouvert. Bon, mais il a eu la chance de tomber avec toi. Je dis, comment on fait quand on tombe? Moi, je me balade dans plein de clubs. C'est vrai que c'est compliqué quand l'ambiance générale du club, elle est pas ça. Faut se sauver. Ouais. Faut se sauver. Est-ce qu'on peut peut-être proposer des choses aux partenaires ou pour essayer un petit peu d'entrer dans ce type de pratique où on va plus pratiquer, en fait? Après, c'est toujours compliqué. Tout dépend comment ils ont été éduqués. Si finalement le professeur entraîneur leur a inculqué cet état d'esprit, pour eux ça devient naturel. Ils ont pas connu autre chose. En fait, il faut essayer de trouver les gens qui pratiquent, qui ont la même vision que nous. Okay. Après, bien sûr, il y a la réalité du combat. Donc, il faut aussi, tout dépend ce qu'on cherche, comment on s'organise, et si on veut à progresser, en tout cas dans la compétition, il va falloir se confronter aussi à ce public-là. Donc, tout dépend un petit peu comment ce qu'on cherche. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas des judos, il y a un judo, il n'y a pas le vétéran, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas. On essaie de pratiquer finalement tous ensemble. C'est vrai que de plus en plus on sectorise cadets, juniors, mais la richesse, encore une fois, c'est de se mélanger et d'être capable de s'adapter à celui qu'on a en face. Et pour moi, c'est l'éducation, elle est plus ça. C'est qui j'ai en face et comment je peux pratiquer avec la personne que j'ai en face. Donc, si j'ai quelqu'un qui a envie de faire un peu, voilà, tranquillement, je vais pas lui rentrer dedans et puis je vais faire en sorte qu'elle se fasse aussi plaisir, je me fasse plaisir, mais qu'on se fasse plaisir finalement ensemble. C'est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils foncent tout droit. On leur a dit ça, donc on fonce dedans et finalement, je m'occupe pas de l'autre. Je m'occupe de moi, mais je m'occupe pas de l'autre. Et là-dessus, alors je le cite parce que vraiment, toi, tu as donné 2 outils qui me sont hyper restés, dont je me suis servi plusieurs fois. C'est le truc de se dire, dans le randori, on va pas être à 10-0, on va être à 7-8 ou 6-7. Et ça, je l'ai souvent utilisé. Et donc, je trouve ça, même moi, pour moi, j'essaie au maximum de m'adapter, c'est une aide tu vois, de voir un petit peu pour qu'il soit un échange. Et le deuxième outil que tu as cité aussi, je crois que tu disais que c'était chez les Russes, que de dire, tiens, je me mets à 60%. Et moi, ça m'est arrivé chez des jeunes qui, des fois, dans mon club, qui m'invitent, ils sont à fond, ils se rendent pas compte que, franchement, c'est dur. Et je leur dis, OK, mais tu te mets à 70%. Et des fois, je les diminue encore. Je dis, OK, mais 50%. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est des outils concrets qu'on peut utiliser. Oui. Et après, moi, souvent, même, je leur dis des fois, parce que je me rends compte surtout sur les plus anciens, parfois, même les plus jeunes, enfin, il n'y a pas que les plus anciens, mais j'ai fait une animation la semaine dernière. Et en fait, les gens savent plus chuter. Et je leur dis, mais vous devez chuter au moins une fois par randori. Moi, je me suis rendu compte vraiment après le Covid, où finalement j'ai moins pratiqué, quand j'ai recommencé à chuter, j'ai trouvé ça dur, ça faisait mal et tout ça, mais parce que finalement c'est juste un manque de pratique. Et je pense qu'il faut s'imposer de chuter régulièrement, parce que si on s'impose pas, le jour où on chute, finalement c'est là qu'on se fait mal. Ouais. Puis du coup, c'est là aussi où on développe une appréhension de la chute, parce qu'on chute moins souvent, donc on est plus. Après, c'est toute une progressivité. Progressivité, c'est un apprentissage, mais il faut aussi dans l'enseignement finalement laisser à Uke le choix de quand il va chuter, la direction qu'il va prendre, et puis petit à petit, ça va être Tori qui va reprendre un petit peu l'ascendant. Mais au moins Uke, il a pris confiance dans la direction où il va chuter. Et après. Faut répéter. Et puis sur les adultes, qui ont démarré tard et qui ont parfois une appréhension de chuter. Pareil, on peut faire randori, mais on n'est pas obligé d'avoir des grandes chutes, quoi. Ouais. On peut faire l'attaque et puis il peut dérouler. Voilà. Après, encore une fois, si on s'accorde avec l'autre et on fait ensemble. Qu'est-ce qu'il a envie s'il a envie de faire fort, j'essaye de me mettre à son niveau. À la rigueur, c'est celui qui est plus faible qui essaye de se mettre à son niveau.
Mais si on a des personnes, parce que les adultes quand ils viennent à l'entraînement, souvent ils sortent du travail, ils sont là pour Oui. penser à autre chose. Ils sont pas là pour se blesser parce que un artisan qui se blesse, c'est Ouais. catastrophique pour lui. Donc voilà. Et c'est vrai que là aujourd'hui, la population adulte a un petit peu fui nos tatamis et je trouve ça vraiment dommage. Et une dernière question sur l'adaptation. Quand on tombe dans les clubs, on a des gabarits très différents. Quand on a, par exemple, un beaucoup plus lourd ou beaucoup plus léger, est-ce que du coup, on change, parce que ce qu'on dit toujours, c'est par exemple, t'as un plus grand, ça va être plutôt Seoi. Est-ce qu'on change notre type de judo ou est-ce qu'on essaye de faire comme on peut notre judo habituel? Ou peu importe. Bah, alors, forcément, plus on a un panel technique qui est large, plus c'est facile de s'adapter. Après, l'idée, c'est de trouver la faille pour faire tomber le plus costaud. Peut-être que faire un Seoinage sur un plus costaud, ça va être aussi plus difficile parce qu'il va être peut-être parfois juste des balayages peuvent être aussi plus déstabilisants. Un balayage, quand c'est bien fait, Ouais. peut faire tomber finalement tout le monde sans mettre C'est vrai. trop de force. Donc, mais c'est ça qui c'est ça qui est riche finalement dans le judo, c'est que on a tout type de population et on va essayer de trouver la stratégie, comment le faire tomber, avec quelle possibilité on peut le faire tomber, mais tout en s'amusant. Et bien sûr après il faut c'est un jeu. C'est un jeu entre le couple. Ouais. Et alors du coup, je voudrais revenir à un sujet du coup que tu as abordé sous plein d'angles, mais je voudrais revenir parce que j'ai bien retrouvé dans ce que tu Je t'ai disais. tout mélangé. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, quand je t'entends parler, c'est très drôle parce que du coup, c'est pas que je vois différemment, mais j'ai l'impression de voir les quelques cours. J'ai pas pu venir beaucoup, mais en quelques cours où je suis venue te pratiquer ton enseignement. Je les revois se dérouler et je dis ah d'accord. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu parles de ta pédagogie. Du coup, je saute de l'athlète à l'enseignant, mais on est déjà dedans parce que effectivement, par exemple, pour te citer ce que tu as dit, j'observe que toi, dans l'échauffement, on est tout de suite dans des éducatifs de mobilité. Donc, en fait, on rentre, j'ai cette impression qu'on rentre quasiment en douceur dans la technique qu'on va avoir un peu plus tard. C'est comme si tout se fait naturellement, ça joue des petites briques, et puis boum, ça y en est dedans. Et effectivement, sur les quelques séances que j'ai faites, on t'amène la chute. En fait, on chute pas mal quand même dans la partie technique, sous forme de différents exercices. Et finalement, le randori, on a l'impression que c'est vraiment la suite logique, en fait. Il n'y a pas d'écart, en fait, entre un moment où on est entre guillemets un peu statique et puis boum, d'un coup c'est le combat où ça bouge dans tous les sens. Toi, j'ai l'impression que ça, est-ce que voilà, je sais pas ce que j'ai déjà dit des choses, mais voilà, comment tu construis tes trucs. Bon, j'imagine avec ton expérience c'est naturel, mais tu l'as reçu comme ça, toi, cet enseignement, tu l'as trouvé avec le temps, tu t'es aperçu que c'était ça qui marchait? Ça évolue toujours. Voilà, si je suis pas sûr qu'on pratiquait le judo comme ça il y a 40 ans. Je trouve que l'enseignement était justement très statique avant. Moi, j'essaye d'avoir un enseignement un petit peu plus dynamique, parce que le judo, ça se fait en mouvement. Et après, alors, quand je vois parfois, je pense qu'il y a eu aussi une mauvaise compréhension quand on a commencé à dire qu'il fallait des jeux. En fait, c'est le jeu pour jouer, il a pas trop d'intérêt. Sauf voilà pour récompenser. Pour moi, c'est ça. Par contre, si on fait un jeu qui a une utilité, oui, c'est intéressant. On peut faire des formes jouées finalement qui se rapprochent. Moi, je jouais énormément. Enfin, j'aimais beaucoup le loup glacé en fin de séance souvent parce que ça me permettait dans le jeu finalement de reproduire la technique avec un peu moins de réflexion parce qu'ils sont dans l'activité. Quand ils saisissent le partenaire, ils sont tout de suite dans l'attaque. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, quand c'est des jeux qui sont utiles à la pratique, c'est très bien. Et l'idée finalement, alors parfois je vois dans des clubs où les gens ils vont faire du foot pour l'échauffement, mais pour moi, quand on a 2 séances par semaine et qu'on a 2 fois 1 heure, 1 heure et demie, si on commence déjà à faire une demi-heure de foot, on ne fait pas beaucoup de judo. Donc sur le temps qui nous est imparti, l'idée c'est de rentrer assez rapidement aussi dans la motricité, l'apprentissage du déplacement avec l'autre, le renforcement aussi des appuis, pour moi tout ça c'est extrêmement utile. Donc dès le départ finalement l'échauffement il est lié à la séance que je vais faire. C'est sûr je vais pas faire un même échauffement quand je fais du newaza, quand je fais des techniques de hanche, des techniques de jambes.
sais pas tout à fait le même départ, mais donc l'idée c'est de préparer le corps à la technique. Si on est sur la rotation, on va travailler D'accord. l'approche de rotation, mais c'est toujours aussi progressivement pour commencer à délier un petit peu Ouais. le corps quand on arrive, et puis après être dans la mobilité, dans le déplacement, dans le mouvement. Et après, dans la transition, il y a toujours pour moi, une grosse partie technique, mais qui évolue aussi très vite vers du Kakarige Iko, Yaku, où finalement, le randori, il est un petit peu lié à la suite, à la continuité, où les gens vont commencer un petit peu mettre plus de rythme, un petit peu plus d'opposition. Mais voilà, tout est lié. Ce qu'on disait tout à l'heure pour la compétition, finalement, c'est si il manque des barreaux à l'échelle, c'est difficile d'avancer, de progresser. Ouais. Et souvent, l'erreur que moi j'observe, c'est que en fait, entre la technique et le randori, il n'y a pas grand-chose. Ouais, exact. Donc l'espace, il est tellement important que c'est difficile de mettre la technique dans le randori. Mmh. Ah et moi franchement, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vis aussi, ce que j'entends beaucoup, hein, c'est toujours cette phrase de dire: «Mais j'arrive pas à le passer». Mais que je suis d'accord, c'est parce qu'on n'a pas de phase intermédiaire. Non, et puis il faut que encore une fois, l'opposition, il faut qu'elle soit progressive. Et puis bon, il y a un temps long, il faut de la répétition, mais tant qu'on est en accord avec l'autre, ça va bien se passer. Dès qu'il est plus en accord, faut trouver l'élément, le déplacement, la réaction pour réussir à le placer. Mais si on n'a pas fait le lien, finalement, ce temps, il se fait quasi difficile, enfin, Ouais. en tout cas très difficilement ou quasi rarement, quoi. Donc il faut vraiment aussi combler cette transition pour que ce soit beaucoup plus fluide entre les deux. Mais tous les éléments finalement moteurs du départ sont extrêmement importants dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut proposer. Ouais, carrément. Et là, du coup, sur tes courses, c'était un truc qui m'intriguait. Est-ce que parce que donc, tu peux réexpliquer rapidement les cours dont je parle, ce sont ceux du mardi soir, c'est un planning annuel, c'est dans le cadre du projet Excellence. Tu peux réexpliquer le cadre rapidement? Oui, voilà, en fait, un mardi sur 2, donc on fait une séance au dojo à Oiseau de 19h30 à 21h. Et l'idée, c'était de reproduire pour moi une séance un peu type avec différents thèmes, donc des thèmes qui sont proposés à l'avance. Et puis voilà, montrer un petit peu le cheminement avec une partie sans oublier le randori, parce que c'est quand même un élément important aujourd'hui quand on a passé 10-20 ans à finalement apprendre la technique. Après, il faut essayer de l'éprouver aussi en randori. Euh, mais bon, j'aime bien toujours avoir cette partie technique parce que il y a aussi tous les âges, il y a tous les niveaux, et puis glisser tranquillement vers cette partie randori, mais randori assez libre, assez ouvert. Après, ceux qui veulent faire de la compétition au niveau, ils vont au dojo de l'IJ. Mmh. Voilà, mais on a des personnes qui démarrent l'entraînement sur l'IJ et qui viennent après faire de la technique avec nous. Voilà, puis ça se passe bien, on n'a pas de blessés. Ouais. Les gens sortent plutôt ravis. Après j'essaye quand je fais le tour des territoires de rester un petit peu sur cette vision-là, et puis essayer de faire comprendre aux gens c'est quoi le randori en fait. Et moi j'aime beaucoup parce que j'ai souvent l'impression que les gens ils découvrent, donc ils sortent avec des yeux comme ça, ils ont la banane comme ça. J'ai même une présidente qui a fait randori avec moi, et puis elle avait la larme à l'œil. En fait, elle me dit: ça fait 10 ans que j'ai pas fait randori, et en fait ça me fait du bien, quoi. Ah. Et voilà, je trouve ça juste génial. Donc finalement, il faut juste faire attention à l'autre, quoi. Ouais, complètement. Et là, donc tu l'as dit, tu annonces le programme, c'est annoncé. Est-ce que c'est juste parce que c'est ce cadre-là du projet Excellence pour que les gens viennent finalement sur ce qui leur plaît? Ou est-ce que, parce que moi j'ai trouvé que d'un point de vue pédagogique, c'est vrai que ça m'a intéressé, parce que comme je vois ce qui va être, c'est bête, hein, mais j'y pense la semaine d'avant. Je me dis, alors soit c'est un truc que j'aime bien, soit c'est un truc, je me dis, oh là là, quand on va faire ça, des fois je regarde des vidéos. Donc ça peut être un outil pédagogique d'avoir une structure comme ça bien établie à l'avance, ou c'est pas forcément... Bon, après, ça permet aux gens qui sont intéressés par certaines thématiques, voilà, d'être Mmh. présents, de pas forcément faire toutes les thématiques. Et puis, ça me permet, moi, en tout cas, d'avoir un espèce de fil Ouais. conducteur. Mais je suis pas sûr que dans un club. Bon, après, si on devait à chaque fois donner la thématique, justement, si les enfants ils disent ouais, tiens, ça m'intéresse pas, je viens pas, ça serait plus problématique. Ouais, ouais. Donc non, je suis pas sûr après, les gens souvent sur des stages, justement, c'est plus quand on va voir un film, on aime bien savoir ce qui va se Ouais. passer. Donc C'est plus dans ce c'est plus sens-là. dans ce sens-là, oui. Ouais. Et encore, tu encore 5 minutes, ça va?
Ouais, 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 ça bon, va. on est large, hein, j'ai encore 1 heure si tu veux. Ah, ça va. Parce que alors maintenant, j'ai des questions concrètes. Ah, une Parce grande. qu'avant, c'était pas concret. Si, c'était très concret. Mais là, tu vas voir, je rentre dans le détail parce que j'ai jamais trouvé l'occasion de la poser. Toi, l'un de tes spéciaux, au moins, c'était Tomoenage, on est d'accord. Bon. Yoko Tomonagi. Yoko Tomoenage. Ça, je me suis toujours dit, mais enfin, moi, je comprends pas. Tu peux pas le faire en Uchikomi. Tu peux pas. Je me dis, du coup, c'est juste que en randori que tu tentes de le passer. Si on peut le travailler un peu en technique quand même. Mais toi, je trouve que toutes les techniques de Sutemi, c'est compliqué à répéter. Même en Tando Korinshu, j'ai jamais trouvé un truc qui pourrait s'y assimiler. Donc comment, tu vois, autant à Osoto, Arai, Uchimata, on peut le faire 5000 fois chez soi si on veut. Mais ça, il y a un truc où c'est venu tout seul. Non, bah après, alors plus jeune, je pense que j'ai fait un peu Tomonage. Voilà, après ça a dérivé un peu sur l'autre côté. Non, c'est vrai que les Sutemi, je pense que c'est un ressenti ouais, ça se déclenche. D'accord. Voilà, après, bon, en Agekomi, on peut le travailler. Alors, une fois, on m'a fait travailler pendant 1 heure et je suis ressorti le lendemain, j'avais un bleu sur la cuisse, donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai répété, quoi. Ouais. C'est C'est vraiment, inné. voilà, c'est l'instinct et bon, c'est vrai qu'après, bon, finalement, en randonnée, je le faisais aussi beaucoup. Ouais. Donc, Et du coup, tous tes Uchikomi, par exemple, tu faisais sur d'autres techniques ouais. qui pouvaient te servir quand même. Ouais, bah après, moi c'est ce que je disais, c'est Ouais. que j'avais besoin d'apprendre, donc l'idée c'est de construire dans tous les secteurs de chute, Ok. dans les 4 secteurs de chute, donc avant, arrière, avant droite, avant gauche, voilà, donc trouver en tout cas une situation qui permettait d'attaquer dans cette direction-là. Ok. Et une autre question, est-ce que tu as travaillé les contres? Est-ce que ça se travaille? Parce que là, c'est pareil, il y en a qui, un peu naturellement, ont contré. Moi, je trouve qu'on les travaille très, très rarement, même en technique. Et encore moins J'avais lu dans un article de l'Esprit du Judo, je sais plus quel japonais disait qu'au Japon, ils faisaient des uchikomi en fait, où c'est Uke qui réagit. Tu vois, c'est toujours Tori qui rentre, mais du coup, Uke devient Tori, parce que c'est lui qui doit réagir. Nous, on le fait jamais. Est-ce qu'on gagnera à le faire? Est-ce que c'est pas... Bah, Ça m'a interrogé sur... après, c'est comment on renforce les choses finalement. Donc, si, enfin, on a tous à un moment donné appris une technique de contre. Moi, ça rentrait pas trop dans mon judo parce que j'étais plutôt dans l'esquive et dans la reprise d'attaque. J'avais du mal à me figer. Alors, ce qui était assez dingue, c'est que j'avais mon frère qui était extrêmement, enfin lui, sa force c'était le contre. Ouais. Moi, j'ai jamais su faire. Ça rentrait pas du tout dans mes déplacements, dans mes situations. Mais après, oui, on peut travailler sur des renforcements. On peut travailler Teguroma, on peut travailler Uranage, Tainyotoshi. Mais après, ça veut quand même dire, par exemple, du coup, toi, tu étais plus dans l'esquive, mais ta capacité à sentir l'attaque venir et donc à ne pas la prendre, tu l'as jamais travaillé spécifiquement. C'était naturel. Parce que moi, je trouve que c'est une compétence. Enfin, des fois, moi, je me dis souvent, je suis pas Ouais, du bah tout ça. rapide à pas sentir que l'autre rentre. Non, mais bah après, ça se travaille forcément. Je pense qu'il y a forcément un travail qui est initié par l'enseignant. Mhm. Sur des combinaisons, et après les formes en fait, les situations elles se retrouvent dans le randori. Ouais. C'est-à-dire que ben voilà, si on a appris un petit peu le gonosen, si on a appris les défenses, on crée la situation. Et quand on est justement dans le jeu du randori, on va chercher. Moi, justement dans le randori, souvent je pousse aussi les gens à accepter d'être attaqués. C'est-à-dire que si je suis toujours en défense et que j'empêche toujours l'autre d'attaquer, finalement, je vois pas ce qui se passe derrière. Et que si je suis attaqué, peut-être que je vais tomber, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir à esquiver, peut-être que je vais arriver à me déplacer et à ressentir ce qui se passe quand je vais dans une direction ou l'autre. Et là, je vais construire un petit peu mes défenses et mes contre-attaques. Par contre, si je suis toujours dans le verrouillage et que j'empêche l'autre d'attaquer, je vais pas voir ce qui se On ressent passe. rien, ouais. On sent rien. Et puis le jour où finalement j'ai pas réussi à bloquer, je ne sais pas quoi faire parce Ah oui. que je vais tomber, quoi. Donc il faut ouvrir un petit peu les accès pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Ouais. Alors ça, c'est super, parce que ça enchaîne directement sur notre question que j'avais, c'est que justement, on dit souvent, quand on se fait attaquer, quand on chute, on dit souvent, comme ça, tu apprends de tes erreurs. Moi, franchement,
9 fois et demi sur 10, je sais pas du tout ce qui n'allait, tu vois, on va pouvoir me le refaire 10 fois, 20 fois, je n'ai pas remarqué que je reculais, ou je n'ai pas remarqué que mon pied était là, ou que ma main était là. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est vraiment un manque d'analyse? En plus, je trouve que ça passe vite. Enfin, toi, on est un peu, tout va un peu quand même vite. Est-ce que ça se travaille, ou est-ce que, tant pis, le corps, il apprend malgré soi pendant... Non, non. Après, le corps, il apprend pas tout seul. Je pense qu'à un moment donné, et c'est ce que je dis de plus en plus aussi, c'est pas juste une activité physique, c'est aussi une activité intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre pourquoi je déséquilibre dans ce sens-là, quelle action j'ai, ce qui se passe, quoi. Si je réfléchis pas, en fait, si je continue à faire toujours la même erreur, je vais toujours tomber. Ouais. Donc, peut-être qu'il faut que tu le refasses au ralenti, que tu décortiques ce qui se passe et que tu essayes, la situation suivante, tu essayes de faire autre chose. Tu vois ce qui se passe. Tu vois, peut-être qu'il faut tirer là, qu'il faut repousser, qu'il faut te déplacer. Voilà. Après, c'est aussi dans la pratique. Mais si tu fais, tu vois, finalement, si tu fais toujours avec quelqu'un qui fait très fort, il va te faire tomber 10 fois et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Oui. Par contre, si tu arrives un petit peu à ralentir les choses, à décortiquer, à analyser ce qui se passe et comment toi tu peux essayer de pas forcément de contrer, mais en tout cas de pallier à cette attaque, après, tu vas l'apprendre et puis tu pourras augmenter la vitesse et puis finalement réagir dans la vitesse. Ouais, je comprends, ouais. Mais il faut ce souci de recherche, en fait, de comprendre quand même ce qui se passe. Pour moi, le randori, justement, c'est aussi ça, c'est que il se passe une intensité et un rythme différent. Ce qui te permet aussi, toi, de changer cette vision. Ouais. Tu vois, et finalement de le refaire. Mais si tu refais sans réfléchir et sans ralentir, sans prendre du recul par rapport à ça, il se passera toujours la même chose. Ouais, tout le temps la même chose. Ok. Et du coup, ça me fait penser à ça, c'est que parce que tu viens de faire les gestes, pousser, tirer et tout. Moi, je trouve que j'aime presque pas le mot kumikata, parce qu'en fait, je me dis, on peut avoir 1000 choses derrière ce mot. Derrière ce mot, on va avoir l'idée que c'est bras fermés, tendus, qui me bloquent. Et en même temps, la saisie. voilà, c'est ça. Et justement, du coup, il y a beaucoup de travail à faire. Ça fait quand même vraiment partie de notre discipline. Comme on dit, c'est une discipline de préhension, c'est ça. Vraiment, on se saisit. Est-ce que tu fais travailler le kumikata, des exercices de sensation? Moi, je trouve quelque chose hyper dur, c'est d'avoir ce truc de soi-disant mettre son poids, tu vois, de rester souple, mais de transférer un peu le poids, c'est super dur, moi, je trouve, à sentir. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des exercices, des choses à travailler? Cette fameuse souplesse des poignets, c'est pas non plus inné, tout en étant quand même dynamique, tu vois, toute cette partie-là, tu le fais travailler, il y a des... Après... Parce qu'on le fait jamais en technique. Alors, on fait non. Après, c'est aussi un travail personnel, c'est-à-dire que tu peux mettre ta main plus ou moins basse, tu peux prendre le pliant, tu peux la mettre un petit peu au-dessus. C'est aussi à toi de tester par rapport à la technique, des différentes positions. Moi, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que de toute manière, dans le combat, à un moment donné, il faut changer. C'est-à-dire que si tu restes toujours dans la même position, l'autre en face, il va s'adapter. Donc, si tu es toujours au même endroit, et à un moment donné, il va peut-être mettre tes mains pour ça. Alors, par contre, si toi, tu es capable à un moment donné de croiser, de venir un petit peu plus haut, de changer, ça lui donne des informations et finalement, il sait pas trop où tu vas prendre. Alors, bien sûr, tu as ta garde forte. Ouais, ce que j'avais cru tu vas y comprendre, revenir. l'une des forces des Japonais, c'était d'avoir une saisie et de plus bouger. Mais peut-être j'ai mal. Peut-être pas. C'est peut-être pas vraiment ça non plus. Je pense que c'est plus subtil que ça. En fait, tu l'adaptes en fonction de l'autre. Tu vois, si t'es un droitier, si t'es un gaucher. Moi, je me rappelle quand j'étais minime, je fais vice-champion d'interrégion en minime. En fait, en finale, je tombe sur un gaucher et j'ai pas trouvé de solution. Donc après, j'ai analysé avec mon professeur, on a étudié, j'ai travaillé sur le kumikata, comment saisir les gauchers. Et tu vois, pareil, moi, comme j'étais dans ma catégorie, pas forcément le plus fort physiquement, quand j'avais quelqu'un qui était rugueux, je faisais en sorte de pas me faire saisir, d'avoir une main, mais qu'on soit pas à 2-2, parce que sinon à 2-2, j'étais moins fort. Par contre, je saisissais pour être dans l'attaque. Et on disait souvent, tu vois, sur les Japonais, moi c'était, on disait plutôt d'avoir, comme ils ont un judo assez classique, d'avoir plutôt un judo assez physique. Ok. Et puis avec des gens physiques, finalement, d'avoir un judo peut-être un peu différent, un peu classique.
En fait, tu l'adaptes en fonction de qui t'es en face. Si tu as quelqu'un qui prend le revers qui est normalement droitier, mais qui prend revers pour monter sa main, bah, va falloir que tu construises parce que à chaque fois, il va te poser la main et puis l'autre, elle va monter. Donc finalement, le kumikata, c'est ça, c'est d'empêcher aussi la saisie là pour pas te retrouver coincé. Donc après, c'est aussi là, on est de plus dans la stratégie de combat, mais être déjà un petit peu dans la diversification d'emplacement de tes mains, c'est déjà intéressant. C'est déjà ouvrir et enrichir finalement ta manière de faire et pas d'être juste au même endroit. D'accord, donc tester différentes choses Ouais, bah, tu vois, et on sentir. dit toujours, après, faut aussi que tu t'appropries les choses, tu te Ouais, ça, personnalises les je choses. cherche, Tu vois, ouais. plutôt que, on dit avoir la manche, alors au début, moi, je faisais beaucoup, quand j'ai appris coude, je faisais beaucoup Oui, moroté. Donc, je prenais coude. Et puis après, sur Yokotom, c'était plus facile pour moi d'être un petit peu plus bas. en bout de main. Mais ça m'empêchait pas, finalement, de varier, d'être peut-être un petit peu plus en triceps, d'être un peu plus en coude, d'être peut-être un petit peu plus en bout de manche, en fonction de qui j'avais en face, en fait. D'accord, mais je comprends. En fait, parce que là où ça peut être un peu fou, ça veut dire que c'est pas s'éparpiller à faire plein de trucs, c'est bien savoir, en fonction de qui on a en face, là où on va se sentir bien, ou là ça va être pertinent pour telle technique ou efficace Bien pour sûr, telle. bien sûr. D'accord. Bah après, voilà, j'ai fait une petite formation sur les préférences motrices et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire et je pense que je vais encore me former, mais rapidement l'intégrer pour le proposer aux enseignants. Mais on sait que il y a des gens qui sont plus forts en ayant les bras ouverts, il y en a qui sont plus forts en ayant les bras fermés. Donc si j'ai quelqu'un que finalement je sais qu'il est fort ici, ben, je vais faire en sorte de le mettre un peu plus fermé. Si j'ai quelqu'un qui a les bras fermés, bah, peut-être que je vais lui ouvrir un peu plus les bras. Après au niveau des points forts, on a deux types. Il y en a qui ont une rotation, ils sont dissociés, donc ils ont une rotation un point assez haut, et puis des autres qui ont un point assez bas qui tournent d'un bloc. Donc, quand D'accord. je sais en fonction du type, si j'arrive à analyser le type, bah, en fonction de ma garde, je peux l'empêcher finalement d'avoir une rotation efficace. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc c'est ouais, et puis même au niveau des yeux, on a un œil moteur. Donc je sais que quand je vais monter ici, si moi j'ai mon œil moteur gauche, en fait, tout ce qui vient là, je vais être assez rapide. Par contre, tout ce qui vient en bas à droite, je vais moins le voir et je vais être beaucoup plus lent. Donc tout ça, Mais ça il peut rentrer faudrait aussi que ah oui, il dans faut la absolument stratégie. qu'on fasse chacun un scan de qui on est en fait, parce qu'on n'en sait rien. C'est vrai. Mais du coup, ouais, mais alors du coup, comment ce truc de s'adapter à celui qui est en face? En club, mine de rien, sur, 1 année, voire 10 ans, on retourne toujours un peu avec les mêmes. Est-ce que ça, c'est plutôt bon ou est-ce que, tu vois, je me dis en même temps, en même temps, ça nous éduque pas du tout à voir vraiment de la diversité. Non, mais après, ben, on reste pas que dans notre club. Ouais. On fait des stages, on va à l'étranger. Voilà, l'idée, c'est pas de faire toujours avec les mêmes. Alors, moi, je dis toujours, c'est important de choisir son partenaire, notamment pour travailler, pour la technique. Moi, je disais aux enfants, faut que vous ayez un partenaire qui soit capable d'être là et de vous aider. Si on prend quelqu'un qui a pas envie, qui se tient pas Oui. bien, on peut pas apprendre. Donc, l'importance de choisir le partenaire. Après, dans le randori, bah, justement, c'est la diversité. Plus on a de la diversité, plus on va apprendre des solutions. Si on fait toujours avec le même type, si on fait toujours avec les droitiers, finalement, je vais apprendre avec les droitiers. Et le jour où j'ai un gaucher, je suis embêté. Donc, il faut faire avec les droitiers hauts, les droitiers bas, les gauchers. Ouais. Et toi, quand tu faisais ta compétition en carrière d'athlète, ça a dû quand même t'arriver de tomber sur des, même si après, je sais qu'à haut niveau, au bout d'un moment, vous vous connaissez aussi, mais tu as dû quand même plusieurs fois tomber sur des inconnus, totaux. Toto, ouais. Peut-être. Heu et du coup, enfin, je veux dire, bon, c'est après tu es à haut niveau, c'est aussi le job, mais je veux dire, tu peux très vite t'adapter, tu sens très vite qui c'est, je trouve Ouais. que c'est ouais, c'est pas évident. Alors, c'est sûr qu'on n'avait pas la vidéo comme on a aujourd'hui. Il n'y a pas autant d'analyse, mais en fait, moi, c'était sur la position, sur sa position de départ, de pied, sur les mains qu'il allait poser. Voilà. Après, moi, j'avais pas besoin d'en savoir beaucoup plus. J'avais besoin de savoir s'il était droitier, gaucher, quel côté il attaquait. Puis après, ça se fait. Pas besoin d'analyser. Et à ce niveau-là, tu avais quand même, parce que moi, j'entends beaucoup dire que c'est bien d'avoir son schéma, ou quand on monte encore plus de niveau, ses schémas, c'est quand on est capable d'en avoir plusieurs, mais déjà au moins un schéma. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un côté, je comprends très bien, faut pas dévier de ce qu'on a à faire.
Et d'un autre côté, je me dis, parce qu'il doit me manquer une case, mais je me dis, du coup, c'est à l'encontre de cette idée dont tu parles d'adaptation, qui est que le judo, c'est avant tout aussi de réagir par rapport à ce que l'autre est. Donc, si j'impose 100% mon schéma, quelque part, c'est que j'entends à peine ce qu'il est, tu vois. Donc, est-ce que les deux sont... Là, tu parles de la compétition. Ouais, vraiment compétition. La compétition, c'est d'imposer ma meilleure position. Si j'impose ma meilleure position, il va pas forcément être à l'aise, lui, dans sa position. Donc, l'idée, c'est que on parle toujours de déséquilibre. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai 2 mains et que ils sont en retard, qu'il ait qu'une main. Donc là, je suis en position favorable, comme au sol. Si j'ai un bras, j'ai peut-être utilisé mes 2 bras ou ma jambe. Donc, l'idée, c'est de créer aussi de cette instabilité. Donc moi, l'idée, c'est quand même de me positionner dans ma position la plus favorable. Et après, voilà, c'est lui, il va faire la même chose. Donc c'est le combat, il démarre là. Ouais. Et c'est en fait d'essayer d'imposer son schéma. D'accord. Donc du coup, si on fait de la compétition, il y a quand même des temps dans l'année, par exemple, on va travailler dans cet esprit-là, avec quelqu'un qui va être dans le même type de travail, dans cette même volonté, et du coup, c'est ça? Bien sûr. Après, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que on adapte aussi le randori en fonction de ce qu'on recherche. Ouais. C'est en fonction de qui j'en fasse. Donc là, si on est dans une structure de haut niveau, on a des gens qui font de la compétition, qui sont au niveau. Donc forcément, on va se confronter avec beaucoup plus d'intensité. Maintenant, si on est en club ou si on est en stage, là, on a des populations qui sont un peu diversifiées. Alors, on fait attention à qui on a en face et puis on essaie d'adapter son judo. Et c'est sûr que quand on est à l'INSEP ou quand on est à l'IJ, là on sait que les gens ils ont une certaine pratique, ils sont là pour ça, donc on va pouvoir. Mais c'est pas pour ça, encore une fois, c'est pas pour ça que je vais. Moi dans ma carrière en fait, j'ai essayé d'être extrêmement toujours relâché. Alors j'avais pas un judo très envahissant avec beaucoup de force, mais en même temps, c'est pas ce que je cherchais. Et en randori, c'est pas ça. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on essaye d'imposer quelque chose, le but pour moi, c'est pas juste de mettre l'autre en situation difficile et puis de le garder là. Le but, c'est de le faire tomber. Donc, si je suis là, c'est pour attaquer et pour faire tomber. Ouais. Et pareil, si je sens qu'au bout de 4-5, j'ai mis 4-5 hippons, je vais pas faire encore 10 fois ça. C'est-à-dire que je vais changer autre chose, je vais trouver autre chose. Ouais. Faire progresser. Comme tu disais. Sinon, si je fais ça 20 fois, pas de sens. Et alors, du coup, en tant qu'enseignant, dans les clubs, oui, on n'a pas des gens de l'INSEP, mais néanmoins, il y en a qui veulent faire de la compète, il y en a qui veulent pas. On a un public hétérogène. C'est gérable d'avoir les deux types, tu vois? Ouais, mais après, en fait, c'est apprendre aux gens à faire en fonction de l'autre. D'accord. Donc il y a tout et finalement ils peuvent faire avec une jeune fille qui ceinture bleue qui est à l'entraînement, il doit être capable de faire et c'est intéressant finalement. Et c'est pas pour ça qu'il va pas travailler. Il va travailler différemment. Il va travailler lui, il va la faire travailler elle, mais il va s'adapter. Et puis après il va prendre le compétiteur et puis là il va. Ouais, donc en fait dans la même séance on peut avoir différents types de randonnées avec différentes intensités ou en tout cas intentions. Bien sûr. Et varier ça. Oui. Et après, encore une fois, ça dépend des périodes, ça dépend des programmations. Mais je peux tout à fait finalement faire du 3 minutes et puis celui qui fait la compétition, il fera tous les randoris et puis celui qui fait moins, il en fait 1 sur 2. Enfin voilà, tout s'adapte, tout est. Il y a pas de, pour moi, il y a pas de problématique. Voilà, faut pas juste sectoriser. Chacun doit pouvoir trouver. Alors c'est sûr, s'il y a un compétiteur et les autres, c'est juste qui viennent, voilà, peut-être lui il faudra qu'il aille dans une autre structure pour essayer d'élever un petit peu l'opposition. Mais bon, généralement dans les clubs, alors moi j'avais la chance d'avoir un groupe, on était 4-5 cadets où on se confrontait bien, et puis bon après il y avait les adultes aussi qui nous le rendaient bien, donc voilà, ça matchait. Mais quand je faisais avec il y avait ma sœur, il y avait des jeunes filles aussi qui étaient forcément un petit peu moins physiques. Je en fait faisais judo et puis on faisait voilà, quand elle attaquait, ça m'arrivait de tomber. Enfin, c'était voilà. En fait, j'ai essayé de m'adapter aussi à ce que j'avais en face, quoi. Ok, top. Et du coup, pour finir, tu es aussi formateur. Enfin, en tout cas, tu formes les enseignants. C'est comme ça. Ouais, j'essaye. Voilà. Et donc, c'est en pédagogie. C'est-à-dire que c'est ce genre de choses c'est-à-dire que tu leur fais vivre ce type de randonnerie. Est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup de jeunes, je pense, qui sont en formation, pas que, mais ça doit être quand même peut-être une majorité. BPGEPS, c'est tout ça, DEGEPS. Est-ce qu'ils ont quand même connaissance de ce type de pédagogie ou est-ce que c'est une découverte? Est-ce que tu as... Alors, je les ai pas très souvent, je les ai une fois par mois.
Après, c'est compliqué. Moi, enfin, aujourd'hui, la formation, je trouve que on n'est pas forcément dans l'efficience et dans l'efficacité de ce que, en tout cas, moi, ce que j'aimerais avoir sur les enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on leur apprend juste à passer un diplôme. Donc, D'accord. on essaie de les former pour passer le diplôme. Mais moi, je trouve ça un peu triste. Je préfère leur apprendre à enseigner. Et puis, finalement, si on leur a donné tout ce qu'il fallait, le diplôme, C'est la ils l'auront conséquence, sans ouais. problème. Donc, je pense qu'on a un petit peu dérivé, puis un petit peu inversé les choses. Je pense qu'il y a aussi beaucoup trop de pratiques de kata pour des enseignants qui sont premiers dan et qui vont faire jusqu'au troisième dan. Finalement, enfin, je trouve que ça a pas vraiment de sens. Donc, j'aimerais qu'on voit un petit peu ce qu'est la formation. Encore la semaine dernière, j'ai discuté avec eux et puis juste on travaillait sur leur prestation et puis juste je leur montrais quelques décrochages de Juji Gatame. En fait, ils ont ouvert des grands yeux comme ça, me dire mais c'est ça qu'on veut apprendre et tout, on nous montre pas. Et c'était vraiment des décrochages assez basiques. Et, euh, et, et dans la discussion, en fait, ben après il y a un vrai problème aussi. Il y a pour moi il y a des choses qui vont pas. On n'est pas encore une fois dans l'efficience des formations. Mais en fait, ils sont sur des structures avec des tuteurs, mais en fait, les tuteurs, ils s'occupent pas toujours. Voilà, alors, il y a des tuteurs qui sont très bien. Hein, je généralise pas, mais Bien sûr. il y a certains tuteurs, en fait, ils prennent des jeunes en apprentissage et puis ils les mettent sur des Sur des cours. cours et oui. Et puis après, mais en fait, c'est pas ça. Mm. Normalement, ils sont censés les observer, leur expliquer, voilà, comment ils pourraient s'y prendre et les former. Ouais. Mais ça se passe pas comme ça. Donc il y a forcément, parce que c'est 300 ou 350 heures hein, normalement, bah, Ils sont pas vraiment qui sont pas utilisés pour être utiles. formés, quoi. Oui. Voilà, donc donc oui, après bon, j'essaye de moi de dépasser des messages par rapport à ça, mais bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Après, malheureusement, j'ai envie de dire l'État, c'est l'État qui donne un petit peu Mm. le format du diplôme et on est un petit peu obligé de s'y Ouais. tenir. Et ils l'ont beaucoup réduit. Enfin, Ouais, ils ont réduit, mais après, je trouve, enfin, encore une fois, moi, mon rôle, c'est de former des bons enseignants. C'est pas de former des enseignants pour avoir des enseignants, parce que sinon, on donne le diplôme à tout le monde et puis en avant. Moi, l'idée, c'est qu'ils aient aussi des outils pour derrière enseigner le judo et pour que le judo il reprenne un petit peu ses couleurs et qu'on retrouve ensuite sur le tapis bah, une qualité de judo. Encore ouais. une fois, moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est de voir de la belle pratique. En tout cas, c'est ce qui m'attire, c'est d'avoir la belle pratique judo. Donc voilà, il y a encore, je pense qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à ça pour essayer d'élever tout ça. Ouais, qui transmettent la belle pratique. Et tu en es un très bel exemple. Du coup, j'ai envie de dire, qui dit belle pratique dit qu'on peut pratiquer toute sa vie. C'est vrai, hein, c'est vraiment ça. Bah, Enfin, c'est j'ai moi, c'est vraiment l'impression. l'idée. Encore une fois, on dit et puis c'est important de justement si quand on s'arrête de faire, quelle que soit la pratique, hein, on parle du judo, mais ne pas faire finalement, c'est vieillir plus vite. Mm. Donc c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes capacités, mais la pratique continue aussi à nous entretenir physiquement, physiologiquement. Donc c'est important de faire et de faire bien sûr avec un minimum de risque. Moi, une séance qui est réussie, c'est une séance où il n'y a pas de blessés. Ouais, C'est une séance où les gens ont transpiré, ils ont ils le sont sourire, ils ont contents. appris, Ouais. ils sont contents et ils reviennent. Donc voilà, c'est un petit peu aussi le but du judo. Mm. Mais et aujourd'hui, on souffre un petit peu malheureusement de la déperdition de nos seniors hein, qui alors on a quelques vétérans qui continuent à faire pareil. Enfin, bon, je trouve ça tant mieux, j'ai envie de dire, ça leur donne aussi une activité, mais parfois je trouve qu'on est aussi dans la dérive. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers la compétitivité, on recherche des classements, bientôt ranking list. Pour moi, ça c'est une dérive qui est assez néfaste. Et que les gens puissent pratiquer. En tout cas, l'idée au départ des vétérans, c'était d'échanger, de partager, de prendre du bon temps, du plaisir. Je trouve ça très très bien. Mais je pense que cette idée-là, elle est un petit peu en déperdition malheureusement, et qu'aujourd'hui on va sur des athlètes qui commencent aussi à beaucoup se préparer, à préparer les championnats, et puis pas forcément à être dans la pratique
plaisir, échange. Ouais. Après, moi, je trouve que ça reste quand même très sympa. Et par contre, c'est vrai que moi, je trouve que la difficulté, c'est que le mot vétéran est associé aux vétérans qui font de la compétition, alors qu'en fait, vétéran, c'est 30 ans et plus, donc c'est tout le monde. Donc, il y a des initiatives, comme par exemple, je sais qu'en France, tous les tournois vétérans sont précédés le vendredi soir d'un entraînement vétéran ouvert à tous, qui est juste un cours. Mais c'est super dur à faire savoir et les gens viennent peu. Mais je pense effectivement, parce que comme il y a l'image de vétéran, c'est je suis compétiteur, bah, tous ceux qui ne le sont pas ou qui ont peur de l'être, du coup, ne se sentent pas inclus. Et c'est vrai que ça, c'est très dommage. Faut continuer à œuvrer là, dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Bah, c'est compliqué, tu vois. Mais moi, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai participé à des entraînements vétérans, mais finalement, il y avait tout. Il y avait presque moins de vétérans que d'autres personnes. Oui. Mais finalement, comme c'est mis en place par le référent vétéran, il fait une animation, et c'est un stage. Encore une fois, il faut arrêter de tout sectoriser. Mais sauf que, bah, aujourd'hui, quand on dit entraînement de masse, les gens, ils pensent que c'est un entraînement fort, compétition, Ouais. et Ce moi, qui arrive aussi. ce qui Moi, arrive je me suis aussi. déjà fait, entre guillemets, avoir une fois, et c'est vrai que en tout cas, celui-là, je retournerai pas, parce que Mais c'est en ça où maintenant il faut arrêter de tout ouais, sectoriser. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de la masse sur le tapis, qu'on soit ensemble, qu'on partage tous ouais. ensemble. Puis chacun va trouver ce qu'il est venu chercher. Euh, et parce que moi je me rappelle, ben, quand je suis arrivé dans la région toulousaine, bah au début entraînement de masse, donc il y avait tout le monde, et puis petit à petit ben, les anciens étaient partis, il y avait plus que les compétiteurs, puis finalement après ça Mm. s'est tari, quoi. Ouais. Il y avait plus rien, et je trouve Oui, c'est ça, on on a perd en perdu plus cette ouais, dynamique, cette ambiance, quoi. ouais, complètement. Eh bien, écoute, un immense merci. J'aimerais bien, enfin, moi, en tout cas, voilà, je suis contente d'un peu de ce mot de la fin, parce que finalement, on retombe sur le début, à savoir que, ouais, si sur le tapis, on est vraiment, tous, peu importe son judo, ses envies, on est là. En fait, la clé, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris que dans le randori, je m'adapte avec l'autre pour que les 2 soient bien, en fait, on peut tout faire. Je peux tomber sur, même si je suis Complètement. compétitrice, je peux, m'éclater avec quelqu'un qui veut l'être et m'éclater tout autant avec quelqu'un qui veut pas l'être parce que je m'adapte. Bien sûr. Et comme tu le dis, ça fait du coup des tapis bien remplis et au final, tout le monde y gagne. Et puis la transmission, c'est-à-dire que tu vois la jeune qui vient faire avec toi, finalement, elle est contente de faire avec toi, et puis tu Ouais. vas lui apprendre aussi la bonne manière. Et ça, c'est voilà, c'est la transmission, c'est aussi extrêmement important, et pas juste finalement être centré. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est un petit peu comme ça, mais j'espère en tout cas que le judo conserve un petit peu ces valeurs-là, et même toutes ces valeurs civiques. Je regardais encore Stéphane Nomis qui redisait week-end dernier à Montpellier que le judo, c'est aussi servir pour la société. Mmh. C'est pas juste un sport, Mmh. c'est quelque chose qui est utile à la société. Donc, et le judo, pour moi, c'est le partage, c'est l'échange, c'est être ensemble, c'est prendre du temps l'un pour l'autre. Et c'est pas juste pour moi. En Ouais. fait, aujourd'hui, on a des gens qui sont centrés sur eux-mêmes et qui pratiquent pour eux. Quand je vois même aujourd'hui à l'IJ, l'entraînement, où il y en a qui arrivent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent et ils repartent quand ils veulent. Ouais. Et je trouve que là, on perd complètement le sens de notre judo, de toutes nos valeurs du judo. Donc, il faut arriver à garder un cadre, et puis, bah, quand on vient, on participe. Enfin, voilà, c'est la vie du club Ouais, aussi, c'est hein. le On participe collectif. à la vie du club, et c'est faire ensemble. Super. Bah, très, très grand merci. C'est super riche. On va bien noter tout ça et puis essayer de continuer à bien pratiquer ensemble sur le tatami. Ça marche, et tu viens quand tu veux. Ouais, merci Fred. À bientôt. À bientôt. Merci.